Bonjour, bienvenue dans cet épisode consacré à la géométrie vectorielle. Il s'agit du dernier épisode du produit scalaire. Pas le dernier de la géométrie vectorielle, mais le dernier du produit scalaire en tant que tel. Nous allons voir aujourd'hui deux outils extrêmement importants et quatre exemples qui vont nous ouvrir la route pour le chapitre suivant. Alors, le premier outil, en fait, qui ne marche qu'en dimension 2, attention, il ne fonctionne qu'en dimension 2, mais il admet des généralisations. Nous verrons les généralisations plus tard. Si on considère avec deux vecteurs, AB et XY, on s'aperçoit que leur produit scalaire, c'est AX plus BY. Donc si on essaye de résoudre l'équation AX plus BY égale 0, on s'aperçoit que toutes les solutions sont des multiples de moins BA. Donc les vecteurs perpendiculaires à U sont tous des multiples collinaires au vecteur moins BA. Ceci signifie, pour autant que le vecteur soit non nul, sinon on est un peu embêté, mais ceci signifie donc que on peut systématiquement trouver un vecteur perpendiculaire à U. Il mérite un nom, ce sera moins BA, et je le mets en grand pour que vous en souveniez. Donc pour un vecteur U de la forme qui est AB, un vecteur en dimension 2 exclusivement, on note U perpendiculaire, U perp, le vecteur moins BA. Alors vous pourriez me dire, ça pourrait être le vecteur B moins A, on verra les propriétés de celui-ci spécifiquement, elles sont assez intéressantes pour qu'on lui donne un nom à lui. Donc il s'agit en fait d'échanger les deux composantes et de changer le signe de la première, si jamais. Ça nous permet toujours de construire un vecteur perpendiculaire. Alors il a des bonnes propriétés, regardons-les. Donc là j'ai représenté U, un vecteur U et U perpendiculaire. Voyez. Voilà, ils sont toujours à angle droit entre eux. Pas de problème. Et puis là, rien qu'en ayant fait ces petites manipulations, on s'aperçoit très vite quelles devraient être les propriétés donc de ce vecteur. Première propriété, ils sont perpendiculaires entre eux. Bon, ça, on a tout fait pour. Deuxième propriété, ils sont de même norme. Oui, en effet, si on regarde, ils sont toujours la même longueur. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont de même norme? Simplement parce que les composantes du vecteur U perpendiculaire, au signe près, sont les mêmes que les composantes du vecteur U. Donc, à part, il y a l'ordre qui change, il y a un signe qui change, mais l'ordre, l'addition s'en moque, et le signe, le carré, le tue. Donc, pas de changement de norme. Dernière propriété extrêmement importante, intéressante, c'est que cette base-là, ce choix-là de U perpendiculaire, en fait une base positivement orientée. Si on avait choisi le vecteur moins U perpendiculaire qui est de l'autre côté, donc on n'aurait pas eu une base positivement orientée. Donc quand on prend le vecteur U et le vecteur U perp, ensemble, dans cet ordre, ils forment une base positivement orientée. Il faut bien sûr pour ça que le vecteur U soit non nul. Donc en gros, à partir d'un vecteur, on sait construire une base positivement orientée. Deuxième outil, enfin si on veut notion, c'est la notion de vecteur unitaire. Parce que là, on commence à construire une base positivement orientée, il faudrait peut-être l'orthonormaliser, la normaliser. Donc voici un vecteur unitaire, c'est un vecteur de norme 1. Alors si on veut rendre un vecteur unitaire, unitariser un vecteur, si on veut, c'est un néologisme barbare, mais on peut utiliser ce terme, il suffit de le diviser par sa norme. Donc je prends un vecteur non nul, l'inverse de la norme agissant sur U, c'est un vecteur dont la norme sera 1. Alors il mérite un nom, on le met généralement un petit chapeau au-dessus, avec ou sans la flèche. En physique, on trouve tout le temps cette notation-là, si jamais, pour spécifier soit que le vecteur est unitaire, soit qu'on l'a rendu unitaire. Vous verrez vraiment en physique cette notation. Alors voici un exemple. Je prends un vecteur U, le vecteur unitarisé, donc est toujours de longueur 1, quel que soit le vecteur U. Il a le même sens et la même direction, mais il est de longueur 1. Alors attention, parfois, quand U
parfois on a des problèmes, hein, quand U est nul, ce vecteur n'existe pas. Si U est non nul, du coup, on sait construire une base orthonormée positivement orientée. On prend U et U perp, et puis on les unitarise. Donc U chapeau perpendiculaire, c'est une base positivement orientée. Et on peut faire ça dans n'importe quel ordre, hein, c'est-à-dire on peut prendre, pour ce deuxième vecteur, on peut prendre U perp chapeau ou U chapeau perp, on obtiendra le même résultat. Donc, je vous laisse voir ça en exercice. Donc, par exemple, si je prends un vecteur U, on est capable de construire un repère orthonormé à partir de ce vecteur U. Voilà. Venons-en à quelques exemples. Alors, un premier exemple qui utilise le produit scalaire et la notion de U-perp. On prend deux points et on aimerait avoir les points C et D tels que A, B, C, D soient un carré. Alors c'est extrêmement facile, on va essayer d'abord de faire une petite construction euclidienne. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut en fait que par exemple le point D sous le segment AD soit perpendiculaire au segment AB. Donc le point D doit être situé sur cette droite perpendiculaire au segment AB en A. Il faut aussi que la distance entre A et D soit égale à la distance entre A et B. Donc le point D doit être situé sur ce cercle. Du coup, il y a deux solutions, D et D', parce qu'il y a deux points d'intersection ici. Ensuite, pour compléter le carré, c'est très facile, on n'a qu'à utiliser des perpendiculaires ou des parallèles ou faire des translations. Et ce qui nous donne deux carrés, un qui est orienté positivement, ici ABC, D, et un qui est orienté négativement, ABC', D'. Alors les deux sont valables, hein, même si leur orientation ne sont pas les mêmes, ce sont deux carrés qui sont tous les deux des solutions. Donc il y a deux solutions ici. Donc pour faire ça en géométrie vectorielle, on va se servir du vecteur UPerp. En fait, pour que AD et AB soient de perpendiculaires et de même longueur, il suffit donc que AD soit plus ou moins AB perp. Donc on calcule AB, on prend AB perp, et puis c'est plus ou moins lui. Donc, pour AB, on a le vecteur 4, 3, et donc AD c'est plus ou moins moins 3, 4. Ensuite, OD c'est OA plus AD, donc ce qui nous fait 21,5 plus ou moins moins 3, 4. On trouve donc deux solutions, 18, 9 et 24, 1. Et ensuite, pour obtenir C, on n'a qu'à appliquer une translation de D par le vecteur AB et on trouve C. Donc il y a 22, 12 et 28, 4. Donc on peut, si on veut, changer les données, mais tout fonctionne de la même façon, pas de problème. Donc ici, on peut changer un tout petit peu le problème et se dire, bah tiens, on fait la même chose, mais cette fois on veut que ce soit un rectangle d'air 25 par exemple. Donc on prend les mêmes points, on prend à la base un rectangle d'air 25, et on fait les mêmes calculs, et la différence est la suivante, c'est que AD cette fois ne doit pas être de même norme que AB, pas nécessairement, mais il doit avoir la propriété, ce doit être un multiple de AB perpendiculaire, il doit avoir la propriété que le produit, la norme de AB fois la norme de AD, ça doit être l'air, 25 ici, et c'est 25, donc c'est lambda fois la norme au carré de AB. Et la norme au carré de AB, si on calcule, c'est 25 fois la valeur absolue de lambda, ici. Donc on trouve que lambda, c'est plus ou moins 25 25e, donc 1, ce qui nous donne donc les bonnes solutions. On fait comme avant. Bon là, on a réobtenu un carré, donc on peut changer un petit peu, changer l'air. Voilà. On peut changer l'air, prendre une aire 9 égale à 9, prendre l'orientation que l'on veut, pas de problème. Voilà. Donc tous ces problèmes se résolvent de façon automatique, avec toujours les mêmes raisonnements. AD est un multiple de AB perp,
Ce multiple, on le détermine en regardant l'aire d'un côté et le produit des normes de l'autre, hein, puis on trouve lambda, et ensuite on travaille comme précédemment. Un autre exemple, c'est légèrement différent, hein, c'est cette fois on a un rectangle qui a un côté parallèle au vecteur 10, 4. Et sa diagonale est un bipoint représentant le vecteur 3, 7. Il faut calculer son aire. Donc on a un vecteur U qui nous donne un côté, l'orientation d'un côté, hein, la direction d'un côté, et puis le vecteur V, lui, nous détermine complètement donc l'aire du rectangle. Alors pour ça, il suffit de projeter V sur U, on obtient la longueur d'un côté, et V sur U pair, puis on obtient la longueur de l'autre côté. Et le produit de ces deux projections nous donnera l'aire en question. Donc, on peut changer un petit peu les valeurs. Voilà. Voilà. Pas de problème. Tout fonctionne à merveille. Et on obtient plein d'exemples de cette Takabi. Encore un exemple qui va utiliser UPerp cette fois-ci. On va considérer un parallélogramme dont les côtés sont donnés par les vecteurs. On donne les vecteurs qui représentent les côtés. Hein, les côtés représentent des vecteurs et ces vecteurs, on les donne. On n'a pas besoin de connaître les coordonnées en fait. Hein. Tout est invariant par translation. L'aire est invariante par translation. Donc les coordonnées des points ne nous intéressent pas vraiment. Et on veut calculer l'aire de ça. Donc ici on prend un parallélogramme. Et donc le parallélogramme engendré par ces deux vecteurs, c'est le parallélogramme en rose ici. Pour déterminer son aire, on va faire la chose suivante. On va considérer que la base est U. Et il nous faut déterminer la hauteur du coup de ce parallélogramme. Et la hauteur, elle s'obtient en faisant la projection de V sur U pair. Puis on obtient ce vecteur-là, P, dont la norme est la hauteur. Donc on peut calculer sa norme. Norme de P suit cette formule-là. Et puis donc le produit des normes base fois hauteur nous donnera l'aire. Et on s'aperçoit donc que c'est juste la valeur absolue de V produit scalaire U pair. Les normes s'en vont, les normes disparaissent ici. Il nous reste ça, pour cet exemple c'est 28. Et ça nous fait donc moins V1 U2 plus V2 U1, le tout en valeur absolue qui nous fait 28. Voilà, puis on peut changer ceci. Vous voyez que si on ne change pas la hauteur, l'aire ne change pas. Voilà. Tout fonctionne à merveille. Voilà, je vous laisserai mettre sur pause ou faire des exemples vous-même sans difficulté. Ceci est sans difficulté aucune. Mais on s'aperçoit ici qu'il y a un nombre intéressant dont la valeur absolue nous donne toujours l'aire. Alors peut-être qu'il mérite un nom et on l'appelle le déterminant. Donc si on prend deux vecteurs U et V du plan euclidien, ce nombre V produit scalaire U perp, si on l'écrit un petit peu de façon régulière, c'est U1 V2 moins U2 V1, c'est un nombre que l'on appelle le déterminant de U et de V. On le note det de UV, ou on le note aussi comme ce tableau-là avec des côtés droits. Pas de parenthèses, juste des barres comme la valeur absolue. Et on peut faire U1 fois V2 moins U2 fois V1. Voilà. Donc il y a une diagonale, on fait les produits en diagonale, et il y en a celle-ci est comptée dans le sens positif et celle-ci dans le sens négatif. Alors les propriétés du déterminant, d'abord c'est une forme bilinéaire. Alors, forme bilinéaire, qu'est-ce que ça voulait dire Rappelons-nous, regardez la vidéo sur les produits scalaires, c'est exactement la même chose. Le déterminant ressemble en fait furieusement à un produit scalaire. Il en est un, en vérité. Et c'est un produit scalaire caché là-dedans. Et donc s'il prend deux vecteurs, et il donne un nombre réel. Donc en entrée deux vecteurs, en sortie un seul nombre réel, c'est ce qu'on appelle une forme bi. Et elle est bilinéaire parce que en fait elle se comporte bien, elle agit comme si elle était un produit satisfaisant la distributivité et l'associativité.
Donc le déterminant de lambda U plus V avec W, c'est lambda det de U et de W plus det de V et W. Même chose pour l'autre variable. Là, contrairement au produit scalaire, et ça c'est intéressant, le déterminant est sensible à l'orientation. Pourquoi? Parce que U perp lui-même est sensible à l'orientation. Rappelez-vous, U perp, ça forme une base orthonormée positivement orientée. Donc le changement de rôle entre U et U perp fait changer l'orientation. Donc l'opération perp est une opération qui tient compte de l'orientation. Donc si on échange les rôles de U et de V, et qu'on regarde ce que ça donne, on va changer de signe. Donc le déterminant est sensible à l'orientation. C'est notre première grandeur calculable, mesurable si on veut, qui nous donne quelque chose qui tient compte de l'orientation. Donc c'est peut-être une base pour avoir l'orientation, le déterminant. Peut-être ce qu'il faut utiliser. Je dis ça, je dis rien. Alors en particulier, puisque échanger les rôles de U et de V change le signe, si je prends deux fois le même vecteur, UU, son déterminant doit être moins lui-même. Parce que si j'échange les rôles de U et de U, je ne vais rien changer, mais je vais changer le signe quand même. Donc on a un nombre qui est son propre opposé. Et être son propre opposé, c'est être nul. Donc cette propriété, le déterminant de U et de U, c'est 0. En particulier, être collinaire, c'est être un multiple. U et V sont collinaires s'ils sont multiples l'un de l'autre. Et comme le déterminant est bilinéaire, on peut sortir les multiples, on s'aperçoit que deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc c'est vraiment le pendant du produit scalaire, mais au lieu de mesurer si des vecteurs sont perpendiculaires, il mesure si les vecteurs sont collinaires. En particulier, alors ça, curieusement ça a l'air de rien, mais c'est une propriété extrêmement importante, mais elle nous dit ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais expliciter ça. Si je prends le déterminant de U et de V, je prends deux vecteurs U et V, leur déterminant. Si à U, j'ajoute un multiple de V, je ne vais pas changer le déterminant du tout. Pourquoi? Parce qu'il est bilinéaire, donc ça, c'est déterminant de UV plus lambda déterminant de VV, et déterminant de VV, ça fait 0. Donc c'est le déterminant de U et de V. Même chose pour l'autre variable. Donc à une des variables, à un des vecteurs, je peux ajouter un multiple de l'autre vecteur sans changer le déterminant. Cette propriété-là est extrêmement importante. C'est une des bonnes définitions du déterminant, une des. Et si vous repensez à l'exemple précédent où le déterminant mesurait l'air, en fait, en mesurant l'air, on ne change pas, en ajoutant un multiple de V, on ne change pas la hauteur. Revenons en arrière, je vous remontre. Voilà. Mettre dans un cas où c'est un peu plus facile à voir. Ici, je vais prendre un vecteur horizontal. Voilà. À peu près. Ici, en se déplaçant horizontalement, c'est-à-dire en ajoutant un multiple de V, on ne va pas changer le déterminant. Alors ça change un tout petit peu parce que mes vecteurs ne sont pas parfaitement horizontaux, mais peut-être. Voilà. Je le rends parfaitement horizontal, voilà. Ce vecteur, maintenant, je ne vais le déplacer que dans le sens horizontal, donc ajouter un multiple de U. Et vous voyez, si vous regardez en bas, l'air ne change pas. Et comme le déterminant est censé calculer l'air, c'est normal qu'il ne change pas non plus. Alors, on en était là. Deuxièmement, oui, voilà, justement, le déterminant calcule l'air, en fait, au signe près. En fait, le déterminant, puisqu'il tient compte de l'orientation, et que l'air, par contre, est un nombre qui a une nature géométrique, l'air est positif toujours, donc le déterminant, il faut en prendre la valeur absolue pour obtenir l'air. Et finalement, une propriété qui va nous satisfaire beaucoup, c'est celle-ci. Alors vous n'avez pas peut-être vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi elle nous satisfait, c'est-à-dire le produit scalaire, c'était le produit des normes fois le cosinus de l'angle, et le déterminant, c'est le produit des normes fois le sinus de l'angle. On a vraiment le pendant de notre produit scalaire. C'est exactement ce qui nous manquait. On avait envie d'avoir le
on avait envie d'avoir le sinus, on n'avait que le cosinus. On n'arrivait pas à déterminer l'orientation des angles. Ben, avec ça, avec le déterminant, on peut. L'orientation est quelque chose que l'on peut déterminer avec cette formule-là. On peut même du coup calculer la tangente, je vous laisse faire, je vous laisse voir une petite formule, inventer, travailler avec ça, c'est très drôle. On peut déterminer les angles sans difficulté et cette fois leur orientation. Donc on a l'impression maintenant d'avoir un beau tableau de famille. On a le produit scalaire d'un côté et le déterminant de l'autre, qui se complètent admirablement, mais seulement en dimension 2. On aimerait peut-être avoir quelque chose qui ressemble à, en dimension 3, 4, supérieure n'importe lesquelles. Fini peut-être quand même. On aimerait bien avoir une notion de déterminant beaucoup plus générale. Et en fait, c'est tout à fait possible. Mais la façon de l'introduire ici, c'est la plus mauvaise qui soit. C'est celle qui est naturelle, il sort de la bonne façon, mais simplement appeler ce nombre abstrait qui apparaît dans un calcul le déterminant et dire on va déterminer ses propriétés et puis tout va aller bien, ça n'ouvre pas à la généralisation. C'est-à-dire on ne voit pas quelle est sa nature de façon générale. En fait, ce qui est important, les définitions du produit du déterminant, ça va être plutôt celle-ci, l'air. Alors en dimension 3, il va falloir prendre le volume, ou l'hypervolume, etc. Donc on veut que ce soit une aire, et peut-être une aire signée. Du coup, on va trouver ces propriétés-là. Ces trois propriétés ici vont être des conséquences immédiates de l'air, du fait qu'on veut mesurer le volume. Et au final, ça nous définit complètement le déterminant. Le déterminant est fixé par ces trois propriétés. C'est la forme bilinéaire antisymétrique. Voilà, c'est une forme bilinéaire antisymétrique qui est en fait, c'est quasiment la seule. Voilà, on verra ça. En fait, c'est la seule qui soit possible avec autant de vecteurs au départ. Et finalement, on s'apercevra plus tard, disons, on s'apercevra que ce nombre-là, ici V produit scalaire UPerp, s'appelle le produit mixte. C'est en fait un produit mixte. Et UPerp, du coup, et ça je pense que peu de gens le réalisent, c'est en fait ce qu'on appelle un produit vectoriel. C'est l'équivalent en dimension 2 du produit vectoriel en dimension 3. Voilà. Pour tous ceux qui connaissent déjà, je vous laisse méditer sur ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas, rendez-vous dans le prochain chapitre, chapitre 5, consacré aux déterminants, aux produits vectoriels, aux produits mixtes un petit peu. Un produit mixte, c'est juste une autre façon d'écrire le déterminant. Et je me réjouis donc de vous revoir prochainement. Portez-vous bien. À bientôt.